Bienvenue dans ma COP, le podcast de la coopérative Sodial qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, direction la Mayenne, à la rencontre de Jean-Pierre, éleveur et élu engagé de la coopérative Sodial. Jean-Pierre observe le monde agricole et agit depuis plusieurs années pour une agriculture et un élevage respectueux des hommes, des animaux et de la nature. Dans cet épisode, nous allons aborder ensemble les grandes mutations, dont le réchauffement climatique, et nos capacités d'adaptation nécessaires pour préserver notre souveraineté laitière française. Et vous le savez, l'enjeu est de taille. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et surtout de partager un moment avec Jean-Pierre, un éleveur engagé comme on les aime. Bonjour Jean-Pierre et merci de prendre ce temps avec moi. On est ensemble pour un petit moment, pour le podcast Dans ma COP. Et si on a souhaité t'inviter, c'est parce qu'on avait envie que tu nous partages ton parcours, ton expérience, ta vision aussi sur l'environnement, parce que tu es très engagé dans la coopérative, mais aussi ton rôle dans notre coopérative, puisque tu es un acteur engagé dans notre coopérative. Bonjour Christine, alors d'abord je suis content de t'accueillir sur l'exploitation. Alors moi, Jean-Pierre Faucon, 53 ans, donc c'est vrai que je suis investi déjà depuis de nombreuses années au niveau de la coopérative, puisque c'est ce que je dis toujours en souriant quand on est responsable Sodial en étant mayennais, c'est qu'à un moment on a fait des choix dans notre vie, nos parents ont fait des choix, nos grands-parents ont fait des choix forts, en voulant simplement s'investir jusqu'au bout d'une organisation économique comme Sodial. Avant, chez moi, c'était la CAM 53, la coopérative des agriculteurs de la Mayenne. Les choix qu'avaient pu faire mes parents, mes grands-parents, ont voulu aller jusqu'au bout, très clairement, de ne pas être simplement des producteurs de minerais. Quand je dis ça, c'est que nous, notre volonté, lorsqu'on est adhérent d'une coopérative, et c'est ça qui nous différencie d'autres entreprises, c'est qu'on a cette volonté, donc, d'avoir cet acte de production, de transformation et d'aller jusqu'au produit final. Et comme tu l'as dit, Christine, oui, je suis déjà engagé depuis de nombreuses années au niveau de la coopérative, puisque très rapidement, je me suis aperçu que si on voulait influer, changer les choses, c'était quand même toujours plus intéressant de partir à l'intérieur d'une structure. Et moi, je m'y suis tout de suite bien senti, puisque j'avais toujours eu la possibilité de m'exprimer librement sur comment je voulais que soit la coopérative, comment je voulais que reflète et comprendre pourquoi la valorisation du lait était à ce niveau-là. Donc, je me suis investi très, très rapidement. Donc, aujourd'hui, je suis président de la région Pays de Loire, environ 650 exploitations réparties sur 5 départements. Avec des zones même sur 5 départements qui peuvent paraître très très rapprochés, où on voit, et tu en as parlé tout à l'heure, que le réchauffement climatique a déjà un impact important. Et je pense en particulier dans une zone comme le Maine-et-Loire, où cette année 2022, ils auront simplement pris que 400 mm d'eau, contrairement à 750-800 mm. Et ça montre bien que je le dis souvent, moi en étant responsable de la partie climat au niveau de la coopérative, les premiers impactés du climat, du changement climatique, ce sont nous les producteurs de lait. Et c'est pour cette raison que je me battrai toujours auprès des miens, auprès des adhérents, pour faire comprendre que on a toujours eu, nous agriculteurs, des mutations que l'on a dû traverser au fil du temps. C'est une nouvelle étape que l'on devra réussir à surmonter, mais on le fera en étant aidé. Et moi, le souhait, c'est que la coopérative nous aide à trouver les bons moyens, les bons changements de système qu'il faudra opérer, parce que de toute façon, si on ne les opère pas, on sera rattrapé soit par la réglementation qui nous les imposera, mais aussi par ce climat qui est vraiment en train de changer. Est-ce que tu peux nous dire, Jean-Pierre, ces dernières années, comment tu as vu évoluer la filière laitière et comment elle évoluera selon toi dans les prochaines années ? Ce qui est certain, c'est que
La fin des quotas laitiers, et je le rappelle souvent à mes adhérents, ça a été une volonté politique de libéraliser le marché. Et on l'avait tous ressenti, on l'avait tous vu venir, que malgré une volonté française de plutôt avoir une gestion des volumes, une maîtrise de la production, on savait tous que dans notre environnement proche, au niveau européen, il y avait vraiment des volontés d'aller très très fort, d'aller très très loin dans la production laitière, et on savait qu'on était sur un marché extrêmement fragile, où, je le rappelle souvent, c'est que la consommation des produits laitiers en Europe était plutôt arrivée à maturité, et qu'on savait que un petit peu plus de production allait déstabiliser les marchés. Et ce que l'on a vécu depuis la fin des quotas laitiers, depuis ces 5 à 6 dernières années, cette déstabilisation, en tout cas, a amené beaucoup de difficultés dans nos élevages, puisqu'il a fallu évidemment que l'on aborde des prix qui ont été extrêmement bas. Je rappelle quand même que sur 2016-2017, on avait des prix à 275 € les 1000 litres, qui ne couvraient pas les coûts, et très clairement cette période-là a été extrêmement difficile pour les élevages, mais aussi pour la coopérative qui a dû aussi pivoter, puisque on avait des volumes qui étaient plutôt mal valorisés, ou des marchés de commodités qui étaient complètement tombés par terre. Il a fallu réussir à passer cette passe très très difficile. Et cette passe très très difficile a été très difficile pour les producteurs, et on le voit bien, 5-6 ans après, un mal profond a été fait dans nos campagnes. Et moi, j'ai l'habitude de dire franchement les choses à mes producteurs, à mes adhérents de ma section. Je pense qu'on a mangé notre pain noir, parce que aujourd'hui, la production laitière, on le sait tous quand on se lève le matin, tous les jours de l'année, et même si c'est un métier de passion, il faut qu'il y ait un minimum de rémunération pour qu'on continue à avoir des hommes et des femmes qui, malgré la passion, aient encore envie de faire ce métier. Et je pense que on a mangé notre pain noir, la production, on le voit bien, mais que ça soit en France, en Europe ou même dans le monde, la production laitière est très très exigeante en main-d'œuvre. Et évidemment, moi je pense que on peut être, on l'a vu en 2022. Moi je le dis souvent auprès des miens, c'est que 2022 a été une année qui a amorcé une tendance forte. On a réussi à prendre ce que je dis souvent, à faire monter des cliquets en termes de valorisation, et tout l'intérêt que l'on a du fait de ce rapport de force qui s'est inversé avec un vrai changement de monde. Et quand tu me demandes comment seront les années futures, du fait que la production laitière est plutôt en réduction, du fait que la consommation mondiale, quand elle continue à progresser, moi, je pense que sincèrement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des difficultés de trouver de la main-d'œuvre dans tous les pays du monde pour la production laitière, je pense qu'on a vraiment, on peut aborder cette prochaine décennie avec beaucoup plus de sérénité. Mais c'est vrai qu'il faudra que nos systèmes s'adaptent, et j'ai toujours eu l'honnêteté de le dire, moi qui suis plutôt, alors je l'ai pas dit, mais je suis dans un département comme la Mayenne, un département où on avait plutôt été privilégié par la pluviométrie, mais même chez nous, à l'ouest, donc au nord de la Loire, on commence à connaître ce que des départements au sud de la Loire connaissaient de façon relativement régulière. On commence à avoir cet impact météo, climatique, qui devient un réel problème. Et quand je dis qu'il faudra qu'on s'adapte au niveau de nos exploitations, c'est que pour être résilient, j'ai toujours l'habitude de le dire auprès des miens, c'est que pour être résilient, ça voudra dire plus d'autonomie, mais l'autonomie, ce mot-là, je le mets aussi bien pour l'autonomie fourragère, mais aussi, et j'en ai parlé depuis 3-4 ans auprès des producteurs de la zone, autonomie en termes d'énergie, mais que ça soit sur de la production à la ferme, mais aussi en termes d'économie d'énergie. Le mot autonomie a vraiment, pour moi, un sens et c'est vraiment ce qui apportera la plus grande résilience dans nos exploitations laitières. Et très clairement, je pense que le gros challenge que l'on aura à relever, ça sera d'avoir des exploitations extrêmement résilientes, parce que même si j'ai dit que le contexte est plutôt favorable, on sera toujours à la merci d'avoir des à-coups, une volatilité qui pourra évidemment toucher les exploitations les plus fragiles.
difficile, et je pense en particulier auprès des jeunes agriculteurs, auprès des zones où la sécheresse peut sévir encore de façon très très forte. Il faudra qu'on arrive à amener tous ces débats-là en toute sérénité auprès de nos éleveurs. Merci Jean-Pierre, on voit que ton engagement est entier et que tu as une conscience accrue de ce qui va arriver et il faut anticiper tout cela. En tant qu'élu dans la coopérative, comment en fait tu prends ce rôle ? Comment tu aussi informes, sensibilises, peut-être aussi ouvres des sujets, des projets au niveau de la coopérative pour qu'on soit prêt le moment venu ? J'ai toujours l'habitude d'être le plus sincère possible avec les gens de ma zone, Pays de Loire. Je ne me suis jamais caché, j'ai toujours tenté d'expliquer le plus sobrement possible ce qui allait nous arriver. Je pense que les paysans ont toujours été dans l'adaptation. Et c'est vrai que ce challenge en particulier du climat, de ce changement climatique, je sais qu'on arrivera à le relever tout simplement parce que moi je crois aussi beaucoup dans notre science. On sera en capacité évidemment de produire des semences qui résisteront mieux au sec, mais aussi des assolements qui seront, quand je dis plus intelligents, qui apporteront de la protéine sur nos exploitations en étant moins coûteux en eau. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, sur de la production d'énergie, sur des crédits carbone. Moi, je prends toujours l'exemple, on le sait tous, que on a la chance d'avoir des animaux que l'on aime, mais ils ont vraiment un gros défaut, c'est qu'ils sont de gros émetteurs de méthane. Et moi, je veux pas qu'on reste simplement sur la vache émetteur de méthane. Il faut pas oublier que si on a des vaches, surtout dans nos zones où il y a beaucoup d'herbe, il faut pas oublier que l'herbe, les pâturages, ce sont de fantastiques puits de captation de CO2. Et ça, il faudra aussi qu'on puisse le faire comprendre à l'ensemble. Alors, les sociétaires, ils sont évidemment très touchés par rapport à cela, mais qu'on le fasse entendre aussi à l'ensemble de la société. Donc là, il y a à mon sens, aussi un grand enjeu de communication, c'est que ceux qui dénigrent ou sans cesse sont en train de tirer sur l'élevage français, qui, je le rappelle, l'élevage moyen en France est de 65-70 vaches laitières, donc on est encore resté sur des systèmes d'exploitation de taille modeste, ne se rendent pas compte que si on met à mal cet élevage français qui en tout cas permet l'aménagement des territoires, permet évidemment à des familles de vivre de leur métier. Il faut quand même bien comprendre l'intérêt de l'élevage au détriment du végétal qui, moi je le dis souvent, dès qu'une exploitation laitière s'arrête et que l'on arrache les clôtures pour simplement faire des surfaces de céréales, il y a une part de territoire en France qui meurt un petit peu et je pense que sincèrement il faut bien comprendre et tous bien entendre le rôle primordial de l'élevage sur notre occupation du territoire. Oui, c'est une mission en fait que porte la coopérative et que tu portes en tant qu'élu. Donc c'est tout à ton honneur de porter ces messages-là qu'il va falloir déployer au plus grand nombre. Je sais que dans tes mandats aussi, tu animes un comité des parties prenantes. C'est assez nouveau. C'est une richesse extérieure qui vient nourrir l'intérieur. Comment tu nous en parlerais de ce comité ? Oui, alors c'est la première fois qu'on l'évoque. Donc ce comité des parties prenantes ou comité innovation et prospective que l'on a baptisé, voilà. C'est un comité où on s'est dit avec notre président Damien Lacombe, il faut que l'on se projette vraiment sur des échéances beaucoup plus lointaines parce qu'on est toujours rattrapé par le prix du lait au mois, le prix du lait au trimestre et on sait qu'on a des enjeux qui sont extrêmement importants qui vont arriver dans les 5 à 10 ans. Et donc avec plusieurs de la coopérative, on s'est dit on va essayer de se réunir avec plusieurs personnes, 8 à 10 personnes qui sont plutôt
voilà, des experts dans leur domaine, dans l'industriel, dans tout ce qui est mouvement de population, dans la grande distribution, parce que nous ne sommes pas des gens obtus. On veut aussi bien connaître pourquoi on peut avoir des difficultés avec des gens qui des fois nous veulent pas que du bien. On a aussi des gens qui sont proches de l'environnement, et toutes ces personnes-là nous apportent une vision que lorsqu'on reste entre paysans, que même si on voit évidemment que le monde est en train de bouger, que la mutation est en train d'avancer à très très grands pas, nous permettent de prendre conscience que cette mutation est en marche et qu'il faut qu'on prenne évidemment les bonnes orientations stratégiques. Et c'est pour ça aussi que ces experts, je peux en citer juste un, et je sais que les autres m'en tiendront par rigueur, mais quand on a la chance d'avoir autour de cette table 2 fois par an une personne comme Louis Gallois, que je pense que tout le monde peut connaître, et pour les plus jeunes, ils vont sur Wikipédia, ils vont voir évidemment le pédigré de cet homme-là, qui évidemment par sa vivacité d'esprit et son intelligence nous amène à réfléchir beaucoup plus vite, et surtout ne pas regarder simplement notre nombril, et vraiment regarder beaucoup plus loin l'horizon. Et simplement, je pense que Christine, ce qui sera intéressant, c'est que on aille plus loin dans la présentation de tous les experts, parce que je pense que tous les adhérents et les salariés de la coopérative ont envie de savoir qui compose ce comité d'innovation, où on aborde des thèmes extrêmement divers et variés. On parle du digital chez Sodial, comment est-ce qu'on doit l'aborder, que ça sera évidemment quelque chose d'extrêmement important dans les prochaines années. On a regardé évidemment toute la partie climatologique sur un premier rendez-vous, et puis on aura des rendez-vous sur la raison d'être de la coopérative. Et ça m'amène évidemment à parler où on devra ensemble avec les sociétaires, et quand je dis les sociétaires, c'est aussi bien les producteurs, mais aussi les salariés qui sont détenteurs de capital social, qu'on sache ce que l'on veut faire de notre coopérative pour les 10 prochaines années, et c'est ce qui va s'inscrire avec Sodial 2030. Alors merci Jean-Pierre, parce que tu nous ouvres une belle fenêtre sur l'avenir. Bien entendu, on présentera bien plus largement le comité innovation et prospective, parce qu'effectivement on a des personnalités qui apportent beaucoup par leur ouverture, par leur expérience, par aussi la déconnexion à notre monde, qui fait que la richesse est là. Tu parles de Sodial 2030, il y a un travail qui est en cours. On va pas en dire plus pour l'instant, mais voilà, la contribution du conseil d'administration, des élus avance. On reviendra certainement dans un podcast pour révéler la finalité de ce travail-là. Une petite dernière question, Jean-Pierre, suite à ce temps ensemble. Est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase qui t'accompagne souvent au quotidien, que tu as envie de transmettre à tous ceux qui vont nous écouter, parce qu'elle te tient à cœur et qu'elle correspond aussi à tes valeurs? Alors, les gens qui me connaissent bien savent que j'attache beaucoup d'importance à l'homme, et donc à la femme évidemment, et très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, moi qui suis mayennais, cette volonté, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai grandi avec le syndicalisme jeune, et très rapidement j'appréciais ces valeurs-là, et très rapidement je les ai retrouvées au niveau de la coopérative Sodial. Je le dis toujours, Sodial, la réussite de Sodial passera par le collectif. Et moi, évidemment, dans le collectif, j'associe, et je me battrai toujours de toute façon pour que l'on ne forme qu'une seule communauté. Les producteurs et aussi les salariés. Et alors j'ai pas de maxime, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette force collective, c'est elle qui doit nous faire surmonter, et comme on l'a toujours fait, les moments difficiles, montrer notre résilience, parce que je pense qu'on a un système qui certains peuvent encore décrier. Je pense qu'il a toujours mis la place de l'homme au cœur de ce projet. Je le dis toujours de façon très très ferme lorsque j'ai des producteurs qui sont remontés contre la coopérative. Avec ces années extrêmement difficiles post-quota,
on a eu à résoudre beaucoup de choses, à transformer la coopérative, et on l'a fait parce que collectivement, on est toujours plus fort que d'y aller de façon individuelle. Donc, c'est surtout pour les jeunes générations. C'est vrai qu'on peut être tenté des fois par des projets qui peuvent être plutôt sexy sur le court terme. Mais quand on s'installe, alors je sais que les jeunes générations peut-être ne s'installeront pas comme nous pendant 35 ou 40 ans, mais quand on est producteur de lait, qu'on a investi beaucoup, je pense qu'il ne faut pas se tromper de modèle. La durabilité, la résilience, c'est extrêmement important. Merci Jean-Pierre pour ton témoignage qui, j'en suis convaincue, atteindra le plus grand nombre parce qu'en fait tu témoignes avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. On le sent dans ta façon d'adresser les différents sujets. Donc merci à toi pour ton accueil, pour ta disponibilité et puis on se retrouve dans peut-être quelques mois pour parler de la suite. En tout cas, à très bientôt. Merci Christine. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.